Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de venir assister à cette rencontre autour de Stephen King dans le cadre d'un événement relativement inédit, pour ne pas dire totalement, qui fait fusionner métal et littérature dans la ville du graphisme. Ne cherchez pas le lien. En tout cas, merci. Nous commençons avec une rencontre autour de Stephen King. Je précise que Pierrick Starsky, qui était annoncé sur le programme, n'est pas l'homme invisible ici. En fait, il n'a pas souhaité venir partager son Covid avec nous. Donc, je pense qu'on ne va pas lui en vouloir. En tout cas, personnellement, voilà. Donc, nous sommes en compagnie d'Émilie Fleuteau, fondatrice de Stephen King France, qui est à la fois un média et un outil de médiation, donc une spécialiste du roi Stephen. Donc l'horreur est un mode d'expression populaire, c'est un point commun que l'on pourrait tracer entre l'écriture de Stephen King et le métal. On fait peur en surface et en fait on en dit beaucoup plus que ce qu'on a l'air de dire sur la société contemporaine, sous le maquillage et les effets spéciaux. Stephen King sévit sur nos imaginaires depuis à peu près depuis plusieurs décennies. Son premier roman date de 1974. Et bizarrement, à la même période, un petit peu plus tôt même, le métal se développe considérablement. Jusqu'ici, ça ne fait pas un grand lien, vous allez dire, mais quels sont les liens entre Stephen King et le métal? Et si je vous dis Metallica, ça vous dit sans doute quelque chose, peut-être, AC/DC, peut-être aussi, Black Sabbath, sans doute. Si on rentre un peu dans d'autres styles, on peut parler de Anthrax, Testament, Blind Guardian, Slipknot. Et, je sais, ne criez pas, ce n'est pas du métal, mais les Ramones. On peut dire c'est assimilé à la sphère. Ces groupes ont tous été influencés d'une manière ou d'une autre par Stephen King. Donc, nous allons parler des liens entre les créatures effrayantes et la pop culture, entre le fait de faire peur et le fait de dénoncer la société, et beaucoup d'autres choses. Il y aura un petit temps de questions-réponses et d'échanges à la fin, et vous trouverez également un libraire dans l'après-midi pour préparer vos cadeaux de Noël et prolonger la réflexion par vous-même. Voilà, donc Émilie Fleuteau, merci d'être là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Stephen King, le métal, l'horreur, tu vas nous parler un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à Stephen King et quelle a été son influence sur tes goûts, la création de ce média, toi, bref. Bonjour, merci pour l'invitation. Genre, l'influence principale, moi, la première réponse qui me vient, c'est un jour, on est quoi, en 2024, il y a 13 ans, je crée un compte Twitter qui s'appelle Stephen King France. Et 13 ans après, je suis ici aux Petits Oignons et tout pour parler de King sur une scène. C'est un peu, je pense que c'est la plus grosse influence. Non, moi, ce qui m'a amené à Stephen King, ça a été un chemin assez naturel et qu'il est pour beaucoup de fans de King en France. Moi, j'ai grandi... Pour une raison qui m'échappe encore, j'aimais beaucoup tout ce qui était horrifique quand j'étais jeune. Et en fait, quand on est jeune et qu'on aime lire et qu'on aime ce qui est horrifique et qu'on grandit dans les années 90, ce qu'on a, c'est chair de poule. Et moi, je me souviens, j'ai poncé tous les chairs de poule et très vite, j'ai eu envie de passer à autre chose parce que c'est quand même beaucoup la même mécanique. Je me dis souvent que c'est les harlequins de l'horreur pour enfants, c'est-à-dire c'est vraiment, il y a une feuille de route à suivre et au bout d'un moment, on s'en lasse, ce qui est naturel, ça fait son job à un certain moment et j'ai ce souvenir d'aller c'était un mammouth, je crois, quand j'étais petite, on avait des mammouths, nous, les supermarchés, et dans mon rayon préféré, qui était le rayon librairie avec ma mère, et de voir, il y avait encore ces grands blurbs qu'il y a, c'est les bandeaux rouges sur les livres, de voir sur les King le maître de l'horreur, et de me dire, mais moi je veux lire ça, et j'avais 8 ans, ma mère elle a dit non, tu liras pas ça. C'est un peu tôt, 8 ans quand même. Mais c'était la transition un peu naturelle, moi c'était le seul choix que j'avais, et donc j'ai dû attendre et lire d'autres choses. J'ai commencé à lire des journaux intimes de condamnés, des machins, des trucs un peu sombres, avant de réussir à transiter vers King. Et je suis tombée dedans, j'avais, je pense, 11 ans en lisant La petite fille qui aimait Tom Gordon et Cujo, c'est les 2 premiers que j'ai lus. Et j'ai accroché, mais j'avais ce côté, du coup, avec les chairs de poule, habituée à lire quelque chose qui est toujours un peu... Enfin, ça me dérangeait pas de toujours aller vers le même auteur. En même temps, l'offre était pas prolifique là où j'ai grandi. Et j'ai accroché, on en parlera peut-être aujourd'hui ou peut-être pas, quand j'ai compris qu'il avait établi un grand multivers et que toutes ses œuvres étaient connectées. Et ça, je me suis dit, ok, c'est complètement ma came, je vais continuer. Et l'influence, en termes d'influence, je dirais, il a influencé
Il a influencé ma vie professionnelle parce qu'en fait, moi, j'ai créé Stephen King France en me disant, il y a plein d'infos sur King qui sont pas accessibles aux personnes qui parlent pas français. Donc pas anglais, oui, exact. Et donc, je vais commencer à traduire les infos. Et puis, en fait, il y a plein de gens qui se sont dit, cool, en fait, il y a d'autres personnes qui aiment lire King et on en reparlera, je pense, sur la partie métal, qui sont un peu jugées, stigmatisées, étiquetées, parce que, surtout à l'époque, King, c'était vraiment ce truc d'horreur, glauque, il y a des monstres, c'est un peu transgressif, c'est vraiment des bizarres, faut être bizarre pour écrire ça, faut être bizarre pour lire ça. Et du coup, c'est surtout Stephen King France, c'est aussi une grande communauté de personnes qui, à un moment donné, ont peut-être été étiquetées, jugées, eu des préjugés vis-à-vis des goûts qu'ils pouvaient avoir. Et je sais j'ai la même chose au travail, que je parle de Stephen King ou du Hellfest ou de groupes que je vais voir dans des caves à Paris. C'est la même réaction en face. Et donc, du coup, l'influence, c'est de réussir à créer des communautés et trouver des gens avec qui échanger, de se dire, mais en fait, on n'est pas bizarre, on est juste mal aimé pour une raison qui nous échappe un petit peu en réalité. Oui, il y a exactement les mêmes critiques et le même côté transgressif aussi, nécessairement. Plus on est pointé du doigt, plus ça devient transgressif de lire Stephen King, surtout quand on est jeune ado, et d'écouter du métal, ça va souvent ça commence à peu près à cet âge-là aussi. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai pas commencé à écouter du métal ou à lire King pour être transgressive ou pour me rebeller contre quelque chose, juste. Naturellement, je sais pas, ma mère écoutait du rock, mais ma mère déteste l'horreur. Naturellement, je me suis tournée vers ça parce que c'était ma sensibilité. Et c'est d'autres gens derrière, dans des élites, dans des cases, avec des préjugés, qui sont venus dire, ah, t'es bizarre parce que j'avais pas de tatouage à l'époque, mais t'as des tatouages, t'écoutes du métal, du coup tu dois être comme ça, tu dois penser comme ça. Et c'était pas une marque de transgression, mais ça l'est devenu par la force des choses. Moi, je vois dans mon contexte professionnel, j'ai un poste à responsabilité dans une boîte qui est hyper poussiéreuse et qui est hyper influente, et je détonne complètement. Mais du coup, c'est presque j'en joue à dire, en fait, les clichés que vous avez sur les gens qui écoutent du métal, qui sont des barbares, des gens pas instruits, des gens idiots, qui savent que gueuler apéro au milieu c'est pas que ça, c'est un peu ça, et qui montrer leurs fesses, comme on voit dans les médias. C'est autre chose, c'est plus de subtilité, c'est plus de technique, et du coup, être transgressif, c'est aussi réussir à montrer que les clichés, ils existent parce qu'il y a une base de vérité, mais aussi réussir à dire, en fait, on n'est pas que ça, on peut en faire partie, mais avoir d'autres choses à proposer. C'est vrai que ces clichés perdurent encore. Les clichés Stephen King, c'est pas de la littérature. Le métal, c'est pas de la musique. Faut être bizarre pour aimer l'horreur. Les métalleux ne savent pas lire. Ce sont beaucoup de choses qu'on tend à entendre moins, mais qu'on entend encore, et tu le dis. Est-ce que là-dedans, il n'y aurait pas, d'après toi, une forme un peu de mépris de classe qui ne s'appelle pas forcément comme ça, parce que ce sont pas forcément les petites mamies qui vont nous dire ça, mais c'est quand même un mépris de classe et surtout un mépris pour les cultures populaires. Oui, je pense que dans le quotidien, on n'a pas la même réception. Moi, si je dis que pendant très longtemps au travail ou dans mon entourage, j'ai pas parlé de Stephen King France, et je sais pas si c'est par pudeur ou par justement ce truc que j'ai vu très longtemps c'est un auteur populaire. En plus, King, quand on connaît pas bien son œuvre, on le voit souvent par le prisme des adaptations qui viennent justement appuyer l'aspect horrifique et qui vont pas aller dans l'aspect social qu'on abordera peut-être un petit peu tout à l'heure, comme le métal, où en fait on a ce gros préjugé, où on voit la couche de violence, tous les codes évidemment graphiques, même sonores, qui sont extrêmement violents, et on va pas aller creuser ce qu'il y a derrière. Et oui, on s'y confronte. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense que si j'avais fait Shakespeare France ou des grands auteurs classiques, et on pourra revenir sur ce qui est classique, parce que pour moi c'est pas des classiques en fait, parce que c'est pas avec ça que j'ai grandi. J'ai pas la même réception si je dis je vais au Hellfest et je suis fan de Stephen King que je suis allée à la Philharmonie et je suis fan de Shakespeare, et quand bien même je fais les deux, mais je parle pas des deux. Oui, c'est encore ce besoin de ranger dans une case, et où les cases ne sont pas poreuses. Parce qu'il peut y avoir, effectivement, on peut être à la Philharmonie selon ses envies, ses moyens, être au Hellfest, ou lire Stephen King et lire Marcel Proust. Il n'y a pas de frontière invisible. Oui, il y a un vrai mépris qui est vraiment, je me dis, je pense d'y avoir des études sociologiques là-dessus, de se dire, King en a beaucoup souffert au début de sa carrière, ça plaît à beaucoup de monde, donc du coup, c'est pas de la qualité. Alors déjà, on peut...
faut remettre les choses dans leur contexte. Un roman, c'est c'est juste un divertissement, qu'il soit technique ou pas en termes de style, ça reste un divertissement avant tout. La musique, c'est pareil. Là où la critique est encore plus compliquée, je trouve, vis-à-vis du métal, c'est la musique métal, elle paraît abrupte pour beaucoup de monde parce qu'il y a une espèce de progression. Moi, les choses que j'écoute aujourd'hui, je les ai vues en festival il y a 10 ans et c'était déjà trop violent pour moi. Et en fait, il y a une espèce d'apprentissage. Ce qu'il va y avoir un peu moins... Alors en littérature, oui, mais pas avec King. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que King, c'est extrêmement simple techniquement, c'est juste plus compliqué dans les sujets qu'il aborde. Mais vu que c'est populaire, d'un côté King c'est populaire, donc c'est pour la masse, on n'aime pas trop la masse, donc on a un petit mépris. Et de l'autre côté, le métal, on comprend pas, c'est pas nos codes, donc il y a aussi un mépris. C'est vrai que Stephen King, tu viens de le pointer, on connaît un peu tous et toutes les clowns sadiques, les animaux zombies, les voitures tueuses, enfin tout le côté horrifique, très grand spectacle, très série B, parfois c'est pas toujours bien adapté, mais on oublie peut-être trop souvent de rappeler que sous cette espèce de vernis grand public, enfin un peu de, comment on appelle ça, de film d'horreur ou de train fantôme, King nous parle de l'Amérique profonde, il nous parle des classes moyennes, il nous parle beaucoup des enfants, souvent laissés à eux-mêmes dans un contexte particulier. Il a quand même un regard social, sociétal, puisque ce terme est couramment employé aujourd'hui, qui dépasse, c'est comme si les monstres étaient des purs prétextes pour parler de monstres plus quotidiens. Oui, et c'est ce qui fait que 50 ans après, parce que tu disais que son premier roman qui a été publié, c'est Carrie. C'était 74, donc il a déjà 50 ans de carrière d'auteur publié. Il écrivait déjà avant ça, il n'était pas publié. Là, il a plus de 60 livres publiés, donc, dont des recueils. Donc on a, je crois, à peu près 250 histoires publiées. Et en fait, c'est ce qui est intéressant aussi dans son œuvre, c'est de voir un peu... En fait, on voit l'évolution de la société à travers l'évolution de son œuvre. On a des sujets qui sont... En fait, on se rend compte qu'on n'a pas évolué sur certains sujets. Son premier roman, c'est Carrie, ça parle quand même principalement de harcèlement à l'école. Oui. Et en fait, on est toujours dans ces sujets-là, avec des mécaniques différentes, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux ni rien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Carrie, là, a déjà été adaptée, je crois, 3 ou 4 fois, et va être réadaptée en 2025, parce que le sujet est toujours d'actualité. Il suffit juste de changer une mécanique, de se dire, OK, en fait, que serait Carrie aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux? Dans le fond, ça serait la même chose. Et en fait, King, c'est ça aussi, c'est vraiment ce côté miroir de la société, parce que c'est quelqu'un qui est resté extrêmement connecté, malgré son succès, au sien. C'est-à-dire, il est dans le Maine, bon là, il est à moitié Floride, moitié Maine, parce qu'il, pour ses vieux os, il supporte de moins en moins le froid du Maine, qui est un froid vraiment... Il fait froid ici, mais il fait encore plus froid là-bas en hiver. Et du coup, il reste quand même connecté au sien, il reste très attentif à ce qui se passe, à la politique. Il a toujours été extrêmement impliqué en politique. Et en fait, malgré lui, il dit dans les interviews qu'il n'a pas envie de mettre trop de politique dans ses textes, quand bien même pour les personnes qui ont lu Oli. Je pense que c'est un de ses romans les moins subtils en termes de messages politiques. C'est vraiment, si vous vous faites pas vacciner, vous êtes les méchants. Si vous votez Trump, vous êtes les méchants. Oui, c'est son dernier roman, c'est ça, oui, Oli? C'est pas du tout subtil. Il était plus subtil avant, quand bien même quand on dit Dead Zone, c'était pas forcément hyper subtil non plus, mais c'était avant Trump. Il est vraiment anti-Trump. Mais en fait, il a cette espèce de truc où ces sujets sont toujours d'actualité parce que il écrit sur notre société et qu'en fait, notre société, en 50 ans, elle évolue pas tant que ça. Et il est, effectivement, tu viens de le dire, très, très anti-Trump. Quand on est un peu sur les réseaux, on l'a vu. Il soutient donc les démocrates de manière virulente. Bon, après, en France, on a toujours un regard un peu biaisé, mais aux États-Unis, ça a vraiment, vraiment du sens. Il apporte beaucoup de soutien aux collectivités locales. Il soutient les bibliothèques, les pompiers, enfin, ce côté très généreux. Ses positions sont très claires sur les réseaux sociaux. Si la société et ses mouvements ou non l'influencent lui, est-ce que lui pourrait, par son aura, son prestige, son influence, peser un petit peu par ses positions auprès de ses lecteurs, puisque les électeurs américains, sans doute il y a une partie qui sont ses lecteurs. Est-ce qu'il a du poids, selon toi? Est-ce que tu peux observer sur les réseaux? Mais justement, avec la sortie de Oli, où le discours, c'est pas subtil et ça a gratté quand même pas mal de monde. Certains... Alors,
aux États-Unis, on peut pas faire la distinction gauche-droite comme on l'a fait en France, mais moi je le vois sur certaines communautés, notamment sur Facebook, quand Oli est sorti, il y a eu des grands débats de oh là là, cette propagande anti-Trump et tout, les messages anti-vax et tout, on n'en peut plus. Et tout le monde a réagi en disant mais en fait, si t'as pas compris que King c'est un auteur de gauche, c'est que t'as pas lu le même King que nous. Et je suis pas sûre que sur les lecteurs ça ait eu une influence. Quand bien même après, est-ce qu'il faudrait étudier si, quand on lit 50 ans, moi je me dis, j'ai tout lu de King, dans quelle mesure ces sous-messages de attention au harcèlement, attention machin, à la représentation, ça m'a pas un peu influencé, peut-être. Là où il va avoir un plus gros impact, c'est sur Twitter, non, parce que moi, il est plus sur Twitter, il est sur Threads, parce qu'en fait, il parle à son public, donc on parle à un public de convaincus. En réalité, quand on fait des posts énervés toute la journée sur Twitter, tout ce qu'on fait, c'est soit motiver des trolls à venir nous répondre, ou parler à un public qui est déjà convaincu. C'est pas comme ça qu'on fait bouger les choses. Je pense juste, en fait, vu qu'il a quand même beaucoup d'argent, il a une fondation avec sa compagne, Tabitha, où eux, ils versent beaucoup dans l'État du Maine, à des bibliothèques locales pour fournir des livres. Il y a des livres qui ont été bannis, donc il a donné de l'argent pour essayer de contrer un peu ça en Floride. Et là, justement, avec les élections qu'il y a eu aux États-Unis, il a donné, je crois, c'est $250 000 à des candidats démocrates pour les aider à faire leur campagne. Ah ouais, il a participé à un événement qui s'appelait Scare Up the Vote, qui était un événement en ligne pour justement inviter les gens. C'était plein de figures de l'horreur. Il y avait McFlanagan, il y avait lui avec Joe Hill, son fils, pour dire voilà Trump, ce qu'il va faire à la culture, voilà pourquoi il faut voter autre chose que Trump. Et je pense qu'il essaye d'avoir une influence. Après, est-ce qu'il en a réellement une? Je sais pas. Oui, c'est toujours difficile de mesurer, comme tu dis, en dehors des cercles déjà convaincus qui vont le faire tourner. Oui, après, il fait partie de ces personnes qui se disent « je suis écouté, j'ai de l'argent, autant profiter de ça pour essayer de faire porter ma voix ». Après, il l'a toujours fait. On a des photos de lui quand il était étudiant à l'université, qui a fait des manifestations anti-guerre au Vietnam, ce genre de choses. Donc, il a toujours été impliqué. Et là, il a ce truc aussi où, en plus, vu qu'il vieillit, il est un peu plus en boucle sur les sujets, est vraiment beaucoup plus impliqué. Et il a eu des échanges un peu houleux avec Trump à son premier mandat sur Twitter, donc ça a un peu nourri aussi sa machine. Il a beaucoup échangé sur Twitter avec Musk, c'était deux trolls qui se parlaient, et du coup, ça aide pas à essayer de passer à autre chose si on essaye de passer à autre chose. Donc, il est vraiment très impliqué. Il est maintenant même attendu sur ces sujets. Ah oui, attendu à ce point comme une figure référente. Oui, complètement. Parce qu'il y avait eu le sujet aussi sur des sujets plus sociaux, on sait qu'il a été très proche de J.K. Rowling. Et à tout ce moment où on a découvert qu'elle avait des propos transphobes et que peut-être qu'elle reversait de l'argent à des sociétés. On va reparfaire l'histoire ici. En fait, il a été plusieurs fois interpellé sur Twitter pour dire « Et vous, Monsieur King, c'est votre ami, qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que c'était à l'époque où J.K. Rowling avait dit « Les femmes trans ne sont pas des femmes ». Et il avait été du coup presque forcé de répondre, parce que le fait de ne pas répondre, c'était déjà une réponse en soi. Donc sur des sujets, on est tellement habitué à ce qu'ils prennent la parole au nom de la littérature américaine ou au nom de grands maîtres de l'horreur que maintenant il est attendu. Ouais, ça fait partie des responsabilités. On peut pas être. C'est toujours le grand débat sur. Oui, mais je suis connue parce que j'ai du succès, mais je suis plus à l'aise de pas être connue parce qu'il est pas très à l'aise avec ça en réalité. Mais sur Twitter, c'est plus facile. Et il est, alors en dehors de son engagement politique, c'est un fan de rock, ça traverse son œuvre depuis toujours. Fan de hard rock, qui traverse aussi pas mal son œuvre, et de heavy metal. Il a quand même choisi AC/DC pour faire la musique de son film lamentable Maximum Overdrive. Non, alors Maximum Overdrive, c'est un très bon nanar. Il se regarde très bien maintenant. C'est le seul film qu'il a réalisé. Et en fait, il y a des films qu'il n'a pas réalisés qui sont pires que ça. Oui, donc, effectivement. Oui. C'est vrai que les adaptations cinématographiques ne sont pas toutes. Donc, il a un groupe lui-même, donc qui n'est pas d'une groupe forcément révolutionnaire, mais qui est très sympathique. Donc, il a influencé des groupes de métal que je citais tout à l'heure, puisque Metallica, une chanson vient d'une phrase du Fléau. Black Sabbath, il y a des phrases issues de King aussi. Et on peut penser également que lui-même a été influencé par le groupe King Crimson, puisque dans La Tour Sombre, on retrouve le roi cramoisi, littéralement. Donc, ça navigue un petit peu. Quels seraient un peu les liens? Est-ce que les liens entre son écriture et la musique rock et métal, ce serait le côté effrayant, bruyant, cathartique
Ou est-ce que ce serait un peu un cliché? Mais comme tu disais, les clichés peuvent être aussi... Oui, les clichés, oui, ils ont souvent une base de vérité. Je pense que le lien, l'avantage... Je pense que il y a eu une grande époque où le métal était hyper à la mode. C'est en tout cas en France où il y avait plus de place pour le métal qu'aujourd'hui. Et je pense que lui, il est arrivé au bon moment, en effet, avec tous les groupes que tu citais, et qu'il a entrouvert une porte pour... là, l'horreur revient hyper à la mode au cinéma, en littérature depuis quelque temps. Et il a entrouvert cette porte-là et il a permis, en étant en plus aussi populaire et aussi abordable, les personnes qui avaient besoin d'une inspiration, d'avoir cette inspiration-là. Et en effet, aujourd'hui, on voit, il y a des groupes qui font des albums concept. On a vu cette semaine, il y a un groupe de black metal qui a un album concept sur la tour sombre. Il y a Pennywise. Une chanson de 40 minutes qui est une sorte de chanson de geste. C'est du black doom. En plus, les styles, on va parler après un petit peu des multivers. Là, c'est plusieurs styles dans 40 minutes, une chanson. Il y a un groupe de punk bien énervé qui s'appelle Pennywise. Oui. Donc on imagine que Pennywise et Gripsou, c'est assez proche. C'est ça. Et en fait, il influence et en même temps, il permet de faire la place. Parce qu'à un moment donné, c'est un des auteurs les plus adaptés. Il a un succès phénoménal au cinéma. C'est un nom qui fait vendre. Il y a des choses qui sont sorties, où il y a marqué inspiré de Stephen King. En fait, c'est juste, il y a une tondeuse qui passe parce que ça parlait de tondeuse. Et du coup, ils se prennent des procès parce que c'est pas du tout inspiré. À ce compte-là, tout est inspiré de lui parce qu'il écrit sur tous les sujets. Et c'est un nom qui fait vendre. Et donc, du coup, de se dire qu'il y a un nom qui fait vendre et que c'est quand même un nom qui est vachement attaché à un univers horrifique avec des monstres, des créatures, ça a forcément une influence, surtout nous sur notre génération. On voit là tous les auteurs de cinéma, scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, ou beaucoup de groupes émergents, rock, metal, punk, hardcore, tout ce que tu veux, qui ont grandi avec les films de King. On a grandi, nous, on a tous à peu près le même âge, on a grandi avec Gripsou, on a grandi avec Christie, on a grandi avec Carrie, on a grandi, si on n'a vraiment pas eu de chance, avec les Atomic Knockers. Et en fait, ça nous a forcément influencé. Si on était sensible à ça, ça nous a forcément... Il y a un côté de se dire, on revient à la représentativité, de se dire, OK, il y a de la place pour l'horreur, je vois de l'horreur, ça m'attire, il y a de la place pour ça. Et s'il n'avait pas eu autant de livres, autant de succès, et surtout, je pense vraiment les adaptations ont eu un gros rôle à jouer là-dedans. Peut-être que ça n'aurait pas déclenché la petite étincelle à quelqu'un quelque part. Et on voit, il y a des groupes aux États-Unis. J'ai plus le nom en tête. Il y a un groupe de métal aux États-Unis qui est fan de King et qui fait tout le temps des clips qui sont hyper inspirés de tout ce qu'il fait et qui sont allés enregistrer un EP acoustique dans l'hôtel qui a inspiré Shining. L'Overlook Hotel de Shining. Ouais. Ah, oui. Le Stanley Hotel, du coup, mais oui. L'Overlook Hotel, c'est celui de Shining, et le Stanley Hotel, c'est le vrai hôtel. Le vrai. Oui, c'est en fait la contre-culture devient, en passant par le prisme d'un écrivain qui vend et qui est mondialement reconnu, qu'on critique ou pas, il vend, il est mondialement reconnu, ça légitime un petit peu, et ça, au final, les univers se nourrissent. Oui, ça laisse de la place, en fait. Ça veut dire, regardez, on peut en faire et pas être pestiféré, on peut en faire et avoir envie de faire ce qu'on fait, que ça marche ou pas. Le message de King, évidemment, c'est facile de dire ça quand on vend... il a même plus besoin de dire... c'est comme le Hellfest qui est complet avant même qu'on ait les noms. Lui, il a déjà tout qui est précommandé avant même qu'on ait le pitch, en fait. C'est la même mécanique. C'est un peu facile de dire ça aujourd'hui, mais il a toujours dit... Moi, peu importe si je vends ou pas, j'écris parce que j'ai envie d'écrire et j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Je me pose pas la question de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va décevoir, est-ce que c'est... Il y a des questions qui s'est posées de c'est trop violent, genre Cimetière, il a mis du temps à le sortir parce qu'il s'est dit personne ne voudra lire ça, c'est beaucoup trop hardcore. Et c'est sorti et c'est un de ses meilleurs livres et c'est parce que justement il y a des choses qui sortent et c'est comme dans le métal, c'est une catharsis et c'est marrant parce que juste du coup, pour digresser là-dessus, il dit souvent que les gens aiment lire de l'horreur parce que c'est une façon de nous préparer, en fait. Et on a toutes et tous un point commun dans cette salle, c'est qu'un jour, on va mourir. Ou alors, a priori, je me mouille pas trop quand je dis ça, on va tous mourir un jour. Et c'est un des plus grands tabous de l'humanité. La mort, quand on meurt, comment on meurt, qu'est-ce qui se passe après la mort, c'est un des plus grands tabous, alors que il y a deux choses sûres, on est et on meurt à un moment donné. Et en fait, de lire... Moi, je pense que j'avais beaucoup d'angoisse autour de la mort quand j'étais petite et que de lire Les Chairs de poule et de lire du King, il y avait ce côté de... Quand bien même, c'est pas des morts qu'on souhaite, même à notre pire ennemi en général, quand on lit du King, il y a ce truc de...
où en fait on arrive à se projeter dans quelque chose et arrêter de mettre un espèce de voile sur ce truc qui va nous arriver, qui va arriver à nos proches, qui arrive à nos proches. On perd nos grands-parents, on perd nos parents. Si on est dans l'ordre des choses, c'est ça. Et il y a aussi ça dans le métal, ça permet de sortir quelque chose, pas toujours la même chose, mais ça permet aussi les codes, ils peuvent être rassurants en se disant, ok, en fait c'est quelque chose qui existe. Je dis pas forcément que le sang et les têtes de mort, ça doit être partout, mais ça fait partie aussi de la vie et on a besoin de ça. Oui, c'est cet aspect cathartique qu'on commence en plus à employer autour du métal. L'exposition à la Philharmonie a contribué aussi à démarginaliser, se confronter, se projeter. Est-ce qu'en fait, au final, quand on a tout cet espace qui devient assez ritualisé, parce que Stephen King a tout ce côté assez culte, le métal est très ritualisé aussi par les danses, par les codes qui sont pas les mêmes selon les genres de métal, etc. Des petites guerres de chapelle parfois pour s'amuser. Mais au final, est-ce qu'on se porte pas mieux quand on exorcise tout ça, que ce soit par les cris ou par les autres cris, de fait de hurler, écrire Oui, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, je sais que je me sens jamais... Il y a 2 moments où je me sens hyper bien, c'est après avoir couru ou après un concert de métal à me faire bousculer dans tous les sens et à sortir sourde malgré les bouchons d'oreilles que j'ai enfoncés au fond de mes oreilles. Et après, je comprends que ce soit une question de sensibilité. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas la même catharsis. Quand on lit quelque chose d'horrible, il y a un truc, presque une analyse de se projeter, parce qu'il y a ce truc où il y a eu un thread Reddit cette semaine sur est-ce qu'on est d'accord qu'en fait King, on dit que c'est le maître de l'horreur, mais ça fait pas peur ce qu'il écrit. Après, ça dépend. Ce qui nous fait peur, ça dépend de nos notions. Mais je me souviens pas avoir eu peur en lisant du King. Je pense que ça a trigger des trucs plus sur des questions de harcèlement, d'enfants qui meurent et tout. Mais quand je reviens sur les livres qui m'ont fait peur, c'est pas peut-être La petite fille qui aimait Tom Gordon parce que j'ai peur du noir, mais c'est tout en fait. Et du coup, alors, quand on a peur des araignées. oui. Et puis, alors pour moi, le chat dans Cimetière, je sais pas si pour ceux qui avaient lu Cimetière, j'étais assez jeune quand je l'ai lu. Le chat zombie, c'était terrifiant. Church. Et Mordred dans La Tour Sombre, l'araignée avec une tête humaine, il peut aller toucher. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont peur des clowns. Je ne sais pas si vous avez cette chance ou cette malédiction. Ça peut être très compliqué si vous allez chez McDonald's et que vous avez lu King avant, sachez-le. Ça vient parler plus personnellement, effectivement. Alors, c'est drôle, l'anecdote sur les clowns. Donc, du coup, c'est la coulrophobie. Et en fait, il y a un syndicat de clowns aux États-Unis, je crois il y a une dizaine d'années, qui a fait une pétition pour dire il faut arrêter de diffuser les adaptations de ça. Enfin, il n'y en avait qu'une à l'époque, il n'y avait que le téléfilm. Et il faut retirer le livre des étagères et des rayons parce que, en fait, ce gars-là, il dit que les clowns sont méchants. Et nous, du coup, on ne veut plus qu'on soit dans les hôpitaux et aux anniversaires. On n'a plus de travail à cause de lui. Mais faites autre chose que des clowns. Tu faisais déjà peur avant qu'il y ait ça, de toute façon. Donc, et King s'en défend comme ça en disant mais en fait les clowns c'est comme le Père Noël, ça fait peur à tous les enfants, donc il faut arrêter. C'est la même chose. Et du coup je sais plus de quoi on parlait. Si la catharsis. La catharsis, ouais. Après dans le métal il y a 2 façons d'aborder les choses. Soit on a une approche du métal qui est comme la lecture, c'est-à-dire un peu seul chez soi avec un casque et un truc vraiment très personnel où on a besoin de ressentir des choses. Et après, moi je pense que quand j'écoute du métal chez moi, c'est parce que j'ai besoin d'amener quelque chose à moi, mais quand je vais en concert de métal, j'ai besoin de sortir quelque chose. Et après, pareil, soit tu vas dans le pit et t'admets... alors ça dépend de quel concert de métal. Si on va à des concerts de métal avec des groupes, enfin des publics qui sont pas habitués, on ressort, on a des bleus partout. Si on va avec des publics qui sont habitués, c'est extrêmement codifié. Et ça, les gens ne le voient pas forcément. Et tu arrives à sortir un truc parce que le bruit est très fort, parce que les pits sont vraiment hyper intenses. Et du coup, c'est plus une catharsis où tu fais sortir quelque chose. Oui, c'est les deux mouvements un peu différents. Ouais. Je peux voir le même groupe 2 fois dans l'année et en fonction de mon mood, pas du tout me placer pareil dans la salle, en fonction de comment j'ai envie de vivre le truc. On parlait tout à l'heure de l'influence de King et de son côté un peu discriminé, bien vu, etc. Il y a quand même Télérama cette année qui lui a consacré un feuilleton pour lequel ils t'ont sollicité d'ailleurs. Et on a pu découvrir qu'en France, il y a des écrivains tout à fait comme il faut. On peut penser à Delphine de Vigan, on n'imaginerait pas forcément fan de King, après plus Maxime Chatham, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Marin Ledin, Franck Tillier, des auteurs de polar, mais on a découvert quand même avec une certaine surprise que Delphine de Vigan ou Cécile Coulon étaient des lectrices de King et qu'ils les avaient influencées, bien qu'elles n'écrivent pas d'horreur.
Ça, je trouve que c'est intéressant ce lien entre écriture pas horrifique, un peu dérangeante chez les unes comme chez les autres. On le retrouve aussi beaucoup dans le young adulte actuel, la littérature pour adolescents, cette influence de King revendiquée, est-ce qu'elle est justifiée tout le temps? Et comment ça se fait que quelqu'un qui n'écrit pas d'horreur se dise aujourd'hui, bah oui, King, je le lis depuis toujours, il m'a influencé. Alors déjà, c'est marrant parce que tu as commencé sur des écrivains tout à fait comme il faut. Et là, on est encore sur un cliché, c'est-à-dire que King, c'est un gars hyper normal. On voit sur Twitter ou sur Reddit, il fait ses courses lui-même. Il est hyper mal habillé, tout dépenaillé, il s'en fiche. Il est pas très intéressé par la célébrité. C'est vraiment un gars hyper fréquentable. Et on a vraiment ce cliché dans l'horreur et dans le métal qui est, faut quand même avoir un problème pour penser ce genre de choses. Et non, en fait, c'est juste, il assume ses pensées. Tout le monde a déjà voulu pousser son chef sous le métro et personne ne l'a fait. A priori, j'espère que personne ne l'a fait. Mais... Bon, après, les cimetières indiens, mais c'est vrai que tu disais des peurs et la peur de la mort qui relie toutes les civilisations, à peu près tout le monde. On va tous et toutes avoir différentes manières de le projeter, de le mettre en mots. L'expression d'horreur en est une, de la même manière que d'autres vont aller vers la religion. Enfin, on cherche tous et toutes à contrer cette peur qu'on partage. Ouais. Après, quand on est auteur ou autrice, surtout à succès, je pense qu'il y a le passage obligé où pour écrire, il faut lire beaucoup et il faut lire de tout. Et dans le de tout, il y a forcément un King. Il y a un truc qui est très frappant. Je ne sais pas si vous partez en vacances et que vous prenez des Airbnb ou des gîtes ou si vous allez chez des amis, regardez les bibliothèques des gens ou regardez les livres dans les toilettes. Il y a tout le temps au moins un Stephen King. Il est dans les maisons de tout le monde parce qu'il y a des grands classiques un peu incontournables. Même quand on lit que 3 livres par an, il y a forcément à un moment donné un King qui va passer où il y a de fortes chances. Il est présent partout. Dans toutes les gares, il y aura au moins un King. Dans toutes les boîtes à livres, on en trouve beaucoup. Les plus petites librairies, les plus petits relais dans les gares, il y a un King. Après, c'est évidemment, il en a sorti 60, donc c'est facile de mettre 1 ou 2 King en rayon, mais quand bien même, il est toujours présent. Donc je pense que, quoi qu'il arrive, il fait partie de, quand on lit beaucoup, quand on s'intéresse à la lecture, la littérature, on le lit. Après, cet aspect où, en fait, un auteur d'horreur qui influence des gens qui n'écrivent pas de l'horreur, parce que peut-être qu'à un moment donné, ces personnes-là ont réussi à se rendre compte aussi que, en fait, moi, j'ai du mal avec la catégorie auteur d'horreur parce que je l'ai tellement lu que les créatures, je vois les prétextes de quoi elles sont et je vois surtout les romans. Les nouvelles sont un peu plus gratuites, mais les romans, en fait, Gripsou, il est juste là pour dire l'influence qu'ont les adultes sur les enfants et l'influence qu'ont les enfants entre eux. Et c'est juste une métaphore pour beaucoup d'autres choses. Et en fait, et c'est ça qu'on perd souvent avec les adaptations. Mais après, King aussi, il a fait des choses qui sont magnifiques, incroyables, et qui sont même pas fantastiques, sans parler d'horreur, qui sont même pas fantastiques. Bon, La ligne verte, c'est fantastique, mais on prend Le Corps qui a fait Stand By Me, ou on prend Rita Hayworth et La rédemption de Shawshank qui a fait le film Les Évadés. Le film Les Évadés, sur IMDb, c'est quand même le premier du top 100 depuis 10 ou 15 ans. Donc il y a des choses qui sont assez incontournables. Et il y a... Et je fais souvent le test quand je rencontre des gens et qui me disent quel King je pourrais lire. Le meilleur exemple, c'est Shining. Il faut regarder d'abord l'adaptation de Kubrick et après lire le livre de King. Et on comprend vraiment ce qu'est l'écriture de King parce que du coup, Kubrick, il a gardé en fait, il a fait ce que fait toute personne qui adapte. Il a pris un truc qui lui plaisait dans le livre et il a mis l'accent là-dessus. Et en fait, il a un peu trahi King dans le sens où, Stephen King déteste le Shining de Kubrick. Je pense que à peu près tout le monde a cette histoire-là en tête. Mais en fait, il la déteste parce que lui, King, la chose dont il voulait parler, c'était les violences domestiques et comment on combat ses propres démons, parce que c'est souvent, en fait, les démons extérieurs chez King, c'est souvent les démons intérieurs, et comment on combat l'addiction, qui était son gros sujet à cette époque-là dans sa vie, parce que Tabitha était en train de lui poser un ultimatum en mode « t'arrêtes l'alcool et t'arrêtes les drogues, sinon moi je me casse avec les gamins ». Et Shining, c'est ça le sujet. Et c'est un truc qui est complètement laissé à la trappe dans le film. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir le film et de lire le livre, et du coup le livre n'en ressort que le reste, que ce qui n'est pas horrifique, et c'est là où ça nous montre un peu l'influence qu'il a en termes de style, en termes de construction des personnages, en termes de construction des décors, et après si tu veux rentrer dans le sujet de la tour sombre, en termes de construction des multivers, où il arrive à faire des trucs extrêmement complexes et cohérents et qui se rappellent et qui se répondent, et il est assez peu connu pour ça.
C'est vrai que c'est en lisant La Tour sombre que beaucoup de gens ont lu plutôt adolescents et adolescentes. Je l'ai lu récemment, donc entre autres à cause de Stephen King France, donc 8000 pages dans l'été. Non, 4500, ça va. Ah, c'est 4500, pardon. 4500 pages dans l'été, c'est très agréable. Mais on voit, tu parlais justement du talent d'écrivain, d'écriture, de construction. Et c'est vrai que La Tour sombre n'est pas un récit d'horreur du tout, c'est une quête, c'est du fantastique, une quête initiatrice, qui montre le talent de construction, d'écriture, de construction des personnages de Stephen King de manière assez spectaculaire. C'est comme s'il étalait un jeu, un cours, qui en plus est très prenant, mais qui montre qu'il va bien au-delà des thématiques horrifiques. Oui, des thématiques et des genres, parce que dans La Tour sombre, il y a un peu de SF, il y a un peu de fantasy, il y a un peu de littérature très moderne, il y a un peu de western, il y a un peu de tout ça. Et c'est là où, du coup, je viens un peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure en fait, King, on le juge grand public et on voit pas la complexité de son œuvre de la même façon, où le métal, on le juge... Alors, c'est pas très grand public quand même le métal, mais on le juge parce que justement c'est un peu différent des codes qu'on aime bien mettre en avant. Et on a un vrai souci en France avec ça. Oui, c'est très français aussi. Oui. Mais du coup, on voit pas non plus la complexité derrière la musique métal. Il y a les deux mêmes choses là-dedans, mais parce que je pense que c'est propre à tout style, que ce soit dans n'importe quel art, dès qu'on est un peu en dehors de ce que les médias veulent mettre en avant, pour une raison qui honnêtement m'échappe un petit peu, tout de suite, on a des préjugés. Mais après, à l'inverse, il y a des gens qui sont fans de métal et fans de King qui vont aller rejeter en masse ce qui va être du rap ou justement du young adulte. Et je vois ton sourire ce rap, mais en fait, je pense que c'est presque humain en fait d'aller avoir des préjugés sur un truc qui va pas nous parler spontanément. Et c'est juste à nous de faire l'effort de se dire, ok, en fait, qu'est-ce que ça raconte d'autre que juste cette partie-là qui moi me plaît pas. Oui, de dépasser, et de la même manière que tu dis, c'est vrai que le métal n'est pas grand public, en tout cas dans l'image. Avec le temps, il y a des groupes qui, à l'époque, on rentrera pas dans la nuance hard rock metal parce que de toute manière, on ne sera pas d'accord. Non, ouais. Moi, j'ai du mal avec les cases, mais ouais. Mais les groupes qui ont influencé le métal, on peut dire que Black Sabbath, c'était du hard rock, ne jetez pas de tomates. Aujourd'hui est devenu un grand classique, de la même manière que AC/DC est devenu un grand classique. Et pourtant, ça reste assez grand public. Les styles un peu moins connus jugent forcément. Enfin, il y a toujours ce jeu. Et tant que ça reste un jeu, c'est pas grave. Mais faut pas que ça... C'est dommage, en tout cas, quand ça dépasse le stade des affinités personnelles. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a toujours ce truc de « j'y suis pas sensible ». Ça veut pas dire que c'est pas pertinent ou cohérent ou fort dans son style. C'est juste, moi, il y a des choses, demain, je suis pas très... J'écoute de la musique classique, mais plutôt des trucs assez classiques, justement, et demain, je suis mal placée pour dire... ça me parle pas, du coup, c'est de la merde. Non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et je pense que, du coup, c'est un peu facile de vite juger les choses qu'on comprend pas ou qui, a priori, nous touchent pas. Et il y a ça avec l'horreur et il y a ça avec le métal. Oui, et c'est vrai que l'horreur et le métal font tout pour un peu mettre à distance. Là, c'est sans doute pour ça aussi qu'on y vient souvent quand on est ado, parce qu'il y a ce côté un peu de transgression, de rébellion, de rejet, de chercher à rejeter la société qu'on comprend pas, etc. Mais ce côté initiatique, presque. Il y a des communautés très très fortes derrière l'horreur, le métal, que ce soit des fois c'est les mêmes, des fois c'est pas les mêmes. Et je pense que l'esprit de communauté est hyper important. Moi, je vois si 13 ans après, je fais encore Stephen King France, c'est juste parce que j'ai un serveur Discord où toute la journée, c'est oui, alors du coup, s'il a dit ça, là, tu penses que c'est en lien avec ça, bah attends, faudrait les vérifier dans la VO parce que vu qu'il est mal traduit, c'est peut-être le traducteur qui a mal interprété et tout. Enfin, c'est vraiment des trucs de... Je pense que les fans de King ont ce truc en commun avec les fans de métal. On est juste des maxi-nerds, on a juste besoin de personnes avec qui en parler, de dire, et du coup, et t'as vu, et là, page 50, il y a un 19, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est en référence aux autres 19 et tout? Et on est juste des nerds, en fait, je pense. Et les nerds, ils sont pas aimés par la société, tant pis. Oui, et ce que tu dis avec ce serveur Discord, parce que la communauté Stephen King France, elle est importante. Et tu montres qu'il y a quand même beaucoup de gens qui lisent, rappelons-le, parce qu'on dit souvent les gens ne lisent pas, les jeunes ne lisent pas, de la même manière qu'on dit les métalleux ceci, l'horreur cela.
Bah si, il y a des gens qui lisent en fait et qui en plus se prennent la tête, sont capables de passer des nuits blanches pour savoir si ce 19, donc il y a un chiffre sacré, mythique, clé dans l'œuvre de Stephen King, est un hasard ou pas. Il faut quand même y aller. Concrètement, faut lire. En plus, Stephen King fait rarement des livres courts. Oui, il fait des gros pavés. Oui, moi j'ai un podcast sur la Tour Sombre où on arrive une fois par mois à parler pendant 2h30. On est sur 2 heures en ce moment de juste la Tour Sombre. Et ça fait 2 ans que ça dure et on n'a pas fini d'en parler encore, tu vois. On est qu'au tome 4. Oui, je pense que... Oui, c'est ça, en fait, les gens lisent. Il y a eu un aspect très, très intéressant à un moment donné, en 2017, quand ça est sorti au cinéma, il a eu un tel succès que les gens se sont dit « En fait, l'univers est cool, le monstre est cool, l'histoire est cool, j'ai envie d'aller lire ce qu'il y a derrière. » Parce que, tu parlais des jeunes qui lisent, en fait, ça, 2017, il a été fait par les studios New Line, qui sont des studios qui font de l'horreur, qui est plus tourné vers les ados, en fait. Et du coup... les ados se sont dit, mais en fait, les livres qui prennent la poussière de la bibliothèque de mes parents, peut-être que ça pourrait me plaire. Et il y a toute une génération, moi, je l'ai vu sur Twitter, pendant 2 ans, j'ai eu plein de MP de « j'ai 16 ans, j'ai adoré ça, à ton avis, qu'est-ce que je pourrais lire ?» machin. Donc, et ce qui est marrant, c'est que du coup, Carrie, pour des gens de 16 ans maintenant, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le sujet est tellement universel qu'il passe hyper bien. Et c'est en ça, et c'est pour ça, là, par exemple, tu vois, Albin Michel, ils ont une collection, ils ont fait la collection Wiz, qui appartient à Albin Michel Jeunesse. Ils ont republié des nouvelles de King pour les adolescents. Ouais. Après, du coup, ça t'est payé 18 € une nouvelle qui, normalement, est dans un recueil que tu trouves sur Vinted à 2 €. Bon, là, ok, mais c'est au moins l'avantage de dire « Et regardez, vous pouvez lire ça ». Oui, il y a ce côté intemporel qui est... Parce que nous, ça peut sembler facile de dire c'est intemporel parce qu'on l'a lu et parce qu'on a grandi dans les années 90, on a l'âge qu'on a, etc. Mais des jeunes qui vont être interpellés par le film, qui forcément est moins bien que le livre, vont se retrouver vraiment et creuser le sujet par le livre, par une série, par une référence... Oui, c'est ça. Et en plus, comme tu dis, c'est des gros pavés, donc c'est pas évident. Il a écrit tellement que c'est pas non plus facile de savoir par où commencer, parce qu'il a écrit des choses extrêmement différentes. Il y a du format court, du format long, il y a des cycles, il y a il y a Holly. Alors, si tu veux lire Holly, il faut avoir lu avant la trilogie Mister Mercedes, mais du coup, faut bien lire les 3 livres dans le même sens, parce qu'il n'y a pas marqué tome 1, tome 2, tome 3. Et puis, entre-temps, attention, parce qu'il y a l'Outsider, mais il y a aussi la nouvelle Si ça saigne, qui se trouve dans le recueil Si ça saigne, mais du coup, c'est les autres nouvelles du recueil, c'est pas Holly, et tu fais... En fait, tu t'y retrouves pas. Donc, déjà, il y a les communautés qui aident aussi un peu à ça, et l'offre est telle que c'est aussi compliqué de s'y retrouver. Et il est peu adapté en bande dessinée. Ça, c'est quand même... parce qu'il y a eu une série, Le Fléau. C'est vrai qu'on retrouve... il y a de l'horreur en bande dessinée, il y a des bandes dessinées qui s'inspirent du métal, mais King, il reste quand même assez peu adapté en BD. Alors, il y a eu des comics Le Fléau, il y a eu des comics La Tour Sombre, qui n'ont pas adapté toute La Tour Sombre, qui ont adapté le tome 4 en partie, qui ont cet aspect intéressant d'avoir aussi traité une partie du tome 4 qui n'est pas traité dans le roman. Donc, c'est là où c'est intéressant de se dire... Alors, en français, ils ont été à moitié traduits. Enfin, je crois qu'il y a un tiers qui a été traduit, et les omnibus qui sont ressortis aux États-Unis là. Et je me dis, avec l'adaptation de Flanagan, peut-être qu'on va avoir enfin une traduction en VF de La Tour Sombre. Il y a eu des petits one-shots en roman graphique, genre La Pastorale, ce genre de choses. Et il y a eu aussi Sleeping Beauties, qui est un roman qu'il a écrit avec un de ses fils, Owen King, et qui en France est paru au livre de poche en 2 tomes. Le livre de poche fait aussi de la BD. Et en vrai, je me demande si en fait, King est beaucoup adapté au cinéma parce qu'il a un aspect extrêmement visuel, vu que c'est un auteur qui décrit énormément. Il a toujours dit, lui, il est très, très influencé par le cinéma. Et en fait, du coup, il écrit comme s'il écrivait pour le cinéma. Le truc, c'est qu'il écrit des personnages qui sont plus complexes que ce qu'on peut avoir le temps de développer souvent au cinéma. Ses meilleures adaptations, en réalité, c'est souvent des adaptations en série, pour cette raison-là, parce que là, tu as vraiment le temps d'avoir des personnages. Et en fait, je me dis, la BD est confrontée au même problème avec moins de budget. Parce que je pense que la BD en France, il y a un vrai sujet, comme pour la littérature en général, où en fait il y a des budgets qui sont ric-rac. Et en vrai, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a des choses, je les lis, je me dis, mais elles rendraient tellement bien en roman graphique ou en BD, et c'est pas le cas.
C'est vrai que c'est assez étonnant, mais je ne sais pas trop comment se porte la BD en France, ni quelle culture on a. Pourtant, on a une bonne culture BD, donc on devrait... Oui, puis il y a pas mal de BD d'horreur, BD horrifiques, fantastiques. Bon. Après, est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets et que lui, ne donne jamais les droits? Je sais pas. Peut-être une autre... Ouais, ça, on ne sait pas, ouais. Est-ce que vous avez des questions ou une remarque ou autre Oui, alors déjà, je n'avais pas forcément fait le lien, moi, avec musique et Stephen King. Et en y repensant, déjà, moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs qui reviennent en tête. Par exemple, dans les chansons de Passy, en rap, on retrouve aussi des allusions à Stephen King. Et du coup, ça résonne un petit peu sur le thème. Et je pensais, par exemple, à quelqu'un comme Rob Zombie, qui touche un peu au cinéma, à la musique. Moi, je repense aussi à ces clowns super maquillés. Est-ce que c'est un pur produit, justement, de Stephen King, ce type de personnage? Je dirais oui et non, parce que je pense qu'ils ont à peu près le même âge dans l'idée. Donc ils ont... Non, je pense que Rob Zombie est un peu plus jeune. Rob Zombie, je pense une quinzaine d'années de moins que King. Je le vois beaucoup plus vieux. Il doit avoir une petite soixantaine max. Okay, ouais. Et notre cher Steven, il va sur ses 75. Oui. Oui. Après, je me suis jamais trop intéressée à Rob Zombie, mais je pense que d'une façon ou d'une autre, il a forcément été influencé, ou au moins ce qu'on disait tout à l'heure, où il y a peut-être des portes qui ont été ouvertes par certains auteurs ou certains musiciens tels que King. Alors en tant qu'auteur, pas en tant que musicien, est-ce que tu parlais de son groupe, les Rock Bottom Reminders? En fait, pour faire rapide, c'est un groupe d'auteurs et d'autrices qui, quand ils sont ensemble à des salons du livre et tout, aiment bien faire des petites covers et tout. C'est une catastrophe à écouter, mais c'est horrible. C'est génial. C'est pire que tout ce qu'on peut imaginer de pire en métal, honnêtement. Déjà, ils font, mais c'est drôle en fait à regarder parce que c'est juste, en fait, il y a ce truc c'est juste des gars qui aiment se faire plaisir avec la musique qu'ils aiment, et au final, on en revient à ça. Le métal, laissez-nous nous faire plaisir. On fait de mal à personne en réalité. On est quasiment tous véganes et écolos, donc foutez-nous la paix. Si on veut se taper dessus dans un pit, on se tape dessus dans un pit, on va embêter personne, tu vois. Et c'est ça qui est marrant. Et du coup, c'est un peu ça qu'il a avec son groupe de rock. En fait, là, on a une scène, on a de la notoriété qui nous permet d'avoir quelques guitares et 3 micros. On va chanter comme des casseroles et on va massacrer des chansons. Il y a quand même une anecdote qu'il a racontée là il y a pas longtemps, qui est dans un des concerts qu'ils ont fait, lui, il s'amusait à changer les paroles d'une chanson en la rendant horrifique, et il s'est pris un procès de la part de, je sais plus quel groupe c'était, de la part de l'auteur, en disant non, alors 1, tu fais pas de cover, et 2, surtout pas en mettant des cerveaux et des cœurs empalés dans les paroles. Il a fait d'accord, j'arrête. Mais je pense que vous pensiez à La Maison des Mille Morts et c'est en fait, je sais pas si tu as vu le film, c'est une famille de tueurs, et c'est vrai qu'il y a une ambiance très Amérique profonde, rurale, avec cette famille de tarés, et notamment le père qui est un clown, Gripsou à côté. Même Gripsou, c'est un animateur de jardin d'enfants. Oui, ok. Oui, c'est excellent film par ailleurs, mais ne mangez pas avant. Est-ce que vous avez d'autres, monsieur ? Oui, je voulais vous... Bravo d'abord pour votre travail. Merci. Et moi je suis un grand fan donc de Stephen King également. Mais par contre, ce que je regrette, en tout cas en France, c'est que dans le monde de l'édition, j'ai l'impression que Stephen King a un peu écrasé. Il suffit de rentrer dans une librairie ou dans un centre culturel Leclerc ou à la Fnac, etc. Et j'ai l'impression qu'il a un petit peu écrasé tous les autres écrivains, tous les autres auteurs ayant donné dans le genre. Même des auteurs contemporains de lui. Je pense par exemple à Graham Masterton, je pense à des gens comme Cliff Barker, Sean Hudson, même si c'est un petit peu plus underground. Et on a l'impression qu'en horreur, en tout cas anglo-saxonne, il n'y a plus que lui. Et je trouve que les autres écrivains sont un peu écrasés, ne sont pas suffisamment mis en valeur. Et voilà. Alors ça veut dire qu'il a sûrement énormément de talent, c'est grâce à son talent, mais je trouve que certains auteurs sont passés un petit peu à la trappe, vous voyez, devant la puissance et la grandeur de cet écrivain. Oui, sans parler de talent, je pense qu'il est extrêmement populaire. Il y a ce truc que je disais tout à l'heure où en fait il est dans toutes les bibliothèques, parce qu'en fait il a tellement écrit qu'à un moment donné on en a un, mais aussi si on en achète un, c'est parce qu'on nous en propose un, et que l'horreur est tellement difficile à vendre en France. Je pense que en fait si quelqu'un veut acheter de l'horreur, on va aller choisir la facilité, parce que King, c'est un auteur d'horreur, mais extrêmement populaire, ce qui normalement est pas vraiment compatible, et de se dire, ok, je prends pas trop de risques
à lui faire lire un King. Et en plus, il y a le choix chez King, alors que moi, j'ai lu du Morgan Cossarieux et je me dis c'est quand même plus compliqué. Les auteurs et les autrices d'horreur contemporain ont déjà pas son âge, donc il y a un peu moins de choix. Et il faut vraiment bien connaître la personne à qui on parle, à qui on vend, et bien connaître le genre pour réussir à proposer. Je pense qu'en effet, un peu malgré lui, et peut-être malgré quelques libraires ou éditeurs, de par sa popularité et de par le fait qu'il ait beaucoup été adapté et beaucoup publié, il a un peu, en effet, peut-être pris beaucoup de place, en même temps qu'ouvert la porte. Je suis d'accord. Ouais. D'autant qu'il n'était pas le dernier à faire de la publicité pour ces mêmes écrivains. Hein. Oui, bien sûr. Il disait qu'il adorait Clive Barker, Jack Ketchum aussi. Bon, ouais, écrivains. Alors, c'est des écrivains plus under, plus difficiles peut-être d'accès. Hein, mais bon, il n'était pas le dernier à faire de la publicité pour eux. Mais malgré tout, on les trouve très peu édités. Oui, Rajlon, ou bon, mais très peu, quoi. C'est quelque chose qui est hyper intéressant sur son compte, anciennement Twitter, maintenant Thread, c'est qu'il lit énormément et du coup, il va beaucoup publier de posts sur ce qu'il aime. Donc moi, il y a beaucoup de choses que j'ai lues, typiquement Jack Ketchum. Je pense que je connaissais pas avant que King en parle, donc je suis allée en lire. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices comme ça. Et en effet, il en fait la promo. Après, ça suffit pas toujours. Mais vu que son nom fait vendre, le fait qu'il en fasse la promo, après, il y a beaucoup d'éditeurs et éditrices qui viennent lui demander tiens, le tweet que tu as fait à propos de ça, est-ce que je peux prendre un extrait et le mettre en blurb? Et en fait, j'ai lu des livres cette année juste parce que King a dit c'était super, machin, genre Yellow Face de R.F. Kuang, c'est une autrice sino-américaine. Je pense que ça serait jamais arrivé dans mon giron si King n'avait pas dit il est super, on peut pas le lâcher. Et toute leur publicité au Salon du Livre de Paris en début d'année, c'était Stephen King a adoré. Donc peut-être que aussi on a à un moment donné, peut-être que il va réussir aussi à faire ça, à influencer en continuant à donner son avis et à adouber, parce que du coup il a un peu cette aura-là maintenant où il va aller adouber des choses qui du coup vont se vendre parce qu'il a bien aimé. Un peu un mentor, quoi. Ouais, un petit peu. Ouais. Qu'on a retrouvé dans le métal avec le groupe Ghost, qui n'est pas du tout du métal, ne nous mentons pas, mais qui est quand même très sympathique, qui doit en partie son succès au chanteur de Metallica, qui a adoré et qui a fait toute une interview avec un t-shirt Ghost, et ça a entraîné. Oui, et sûr, ça fait peut-être justement un peu partie aussi de cet aspect contre-culture. Il y a quelqu'un de très connu et quand on creuse, je pense notamment, tu citais Morgan Cossarieux, au Diable Vauvert, qui publie des écrivains, qui publie Morgan Cossarieux, qui vient de sortir Les Nouveaux Déviants, dirigé par Morgan Cossarieux et Christophe Siebert, qui est une anthologie d'horreur contemporaine. C'est terrible ce qu'elle écrit. Ouais, c'est vraiment, c'est pas que de l'horreur, fantastique, dérangeant, etc. Et après, on fait un petit peu son petit chemin. Clive Barker est quand même souvent un peu... Des livres, ils sont un peu moins accessibles, quand même. Oui, non, mais j'entends. Non, mais c'est vrai que vous aviez raison. Dans les années 80, dans les années 80 surtout, je pense à Hellraiser, Livre de sang, ces choses-là, quoi. Oui, en fait, il prend beaucoup de place à un endroit où il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Exactement. Ouais. Toute petite dernière question, puis après j'ai le micro. Je voulais savoir ce que vous pensiez tout bêtement de l'adaptation de Shining, parce que vous avez parlé de celle de Stanley Kubrick, bien évidemment, mais je sais que Stephen King l'adore, celle de Mick Garris, le téléfilm. Oui. Alors moi, j'aime beaucoup Mick Garris, donc voilà, même son adaptation du Fléau, ces téléfilms, et je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de charmant en plus, et donc je voulais savoir ce que vous pensiez de l'adaptation téléfilm de Shining. Alors King l'aime parce qu'il a écrit le scénario. En fait, quand il a tellement pas aimé le Shining de Kubrick, qu'il a négocié avec Kubrick de récupérer les droits de son livre. Et dans la négociation, il y avait « j'arrête de dire de la merde de ton film », ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait du tout. Même dans ses romans, je sais plus dans quel, je crois que c'est dans Billy Summers, à un moment donné, il y a un personnage qui dit « non mais le Shining de Kubrick, c'était de la merde ». Et même ses personnages, il arrive à lui faire dire ça. Alors, je trouve qu'il est un peu abrupt. Déjà, c'est long. Je crois que c'est 2h45, un truc comme ça. Et en plus, il a un gros défaut, c'est que Mick Garris à la réalisation, Stephen King au scénario. Stephen King, c'est pas un auteur de scénario. C'est pas le même métier d'écrire des scénarios et d'écrire des romans quand on a en plus un auteur qui a tendance à faire des trucs un peu longs. King, il fait des pavés, mais parce que King, c'est pas un auteur d'action ni de suspense. Il aime poser des décors, il aime poser des contextes. En fait, du coup, s'il sait pas transformer ses longueurs en des choses très concrètes, très percutantes au cinéma, soit il a un réalisateur qui fait de la réal d'auteur derrière et qui va réussir à faire vraiment un truc beau et où il se passe rien, mais ça sera quand même captivant. Et là, c'est pas le cas. Et du coup, Mick Garris, vu que c'est son super pote, il a pas réussi à lui dire non, en fait, gars, là, ça c'est trop long, ça c'est pas très subtil, ça machin. Je trouve qu'il est fidèle, mais un peu dur à regarder maintenant.
Par contre, il complète très bien le Shining de Kubrick. Si on regarde les deux, on a vraiment une palette complète de ce qu'est King et ce que peut faire King et comment il peut être adapté. Et le Fléau, je trouve plus intéressant le Fléau que Shining par Mick Garris, et qui est aussi écrit par King pour le coup. Et pour finir, on va passer aux recommandations. Un Stephen King par lequel commencer et un groupe de métal. Un Stephen King par lequel commencer? Ouais. Ben, j'ai répondu un peu à la question tout à l'heure avec Shining. Je pense que c'est un très bon exemple. Parce que en plus, je crois pas qu'il soit extrêmement gore. Il y a ce truc aussi où moi, on me dit souvent, moi, j'aime pas l'horreur. Et je fais, oui, après, il y a horreur et horreur. En effet, qu'est-ce que t'aimes pas dans l'horreur? Est-ce que t'aimes pas qu'on torture des chiens? À ce compte-là, à mon avis, la moitié des Kings, ils seront pas pour toi parce que, spoiler, tous ces chiens meurent. Il y a pas, ça dépend. Il y a Dindon 63, c'est un de ses plus populaires, je pense, quand il est sorti, vraiment le truc que tout le monde peut lire. Alors, quand bien même c'est un peu une histoire de voyage dans le temps, mais Shining, je trouve que vu que tout le monde a en tête le film de Kubrick, vraiment, qui a vraiment impacté la pop culture, je pense que c'est intéressant de le lire. Et en plus, il est plutôt court par rapport à ce qu'il fait. Et un groupe de métal, j'ai envie de recommander un groupe de punk hardcore qui est plutôt mon style de prédilection, français, de Laval, qui s'appelle Birds in Row, qui est super, avec en plus, si vous aimez les tatouages et tout, il a le front leader, le chanteur et tatoueur entre Paris et Laval, il fait des trucs superbes. Voilà, Birds in Row. Birds in Row et Shining, donc un programme de révision à entamer. Ben, merci, Émilie. Pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. On peut. Oui, comme on disait tout à l'heure, maintenant ils font beaucoup de remakes et de choses comme ça. Donc on a vu avec ça, qui a été refait, Shining qui a été refait, Salem qui a été refait. Là, j'avais entendu parler d'un troisième ça. Alors est-ce que ce sera une série ou un film, ça? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Sauf si vous avez d'autres informations sur celui-là. Oui, pour ça, il n'y a pas de troisième ça. Il y a une série qui arrive par les personnes, en effet, qui ont fait ça de 2017 et 2019. Il y a une série qui sort, qui s'appelle Welcome to Derry. Elle sort en 2025, sur un peu les origines de Gripsou. Ils sont plutôt sur, si vous avez le roman en tête, à un moment donné, il y a le personnage de Mike Hanlon. Il regarde l'histoire de Derry, et il y a une histoire d'incendie au Black Spot qui a été un peu sous l'influence et de l'extrême droite à cette époque-là et de Gripsou. Et ils vont se concentrer un peu sur les origines de Gripsou à Derry et son influence. Et du coup, c'est plus une série qui va reprendre quand même des éléments du roman, pas traités dans les films. Et pareil, on parlait du métal en France. J'ai l'impression que maintenant, avec le groupe Gorilla, qui a cartonné au JO, alors est-ce que ça peut encore faire évaluer le métal encore dans une autre dimension qu'on connaissait déjà? Oui, parce que Gojira, quand ils ont fait la cérémonie d'ouverture des JO, je crois qu'ils ont sur Spotify, ils ont eu leur meilleure audience sur Spotify. Ouais. Et alors moi, je suis très sport à la télé, et la cérémonie d'ouverture des JO, je l'ai faite à la maison avec des amis parce que j'adore ça. Et j'ai beaucoup d'amis métalleux, c'est comme ça en fait. Ce que je disais, on est entre communautés. En plus, on aime bien parce que du coup, on ne juge pas entre nous. On a hurlé devant notre télé en voyant Gojira, parce que dans le milieu métal, c'était un peu la blague depuis 3 jours de se dire, oh dis donc, ce serait marrant qu'il y ait Gojira. Oh là là, ils le feront jamais, machin. Ah, en fait, ils l'ont fait. Vendu, et je pense que en effet, ça a ouvert la porte à quelque chose, parce qu'en plus, Gojira, c'est un groupe qui est extrêmement populaire à l'international et qui a une image très clean du métal. Les mecs sont bouddhistes, pas tatoués, très propres sur eux, très gentils, machin. Très engagés écologiquement pour la cause animale. Exactement. Et je me dis, c'est la bonne porte d'entrée pour qu'après, il y ait des trucs un peu plus bruts, un peu plus poisseux qui puissent rentrer. Mais il faut... en fait, je pense que c'est la bonne liaison entre le métal un peu plus underground et le grand public, et qu'eux vont venir entrouvrir cette porte-là pour pouvoir un peu donner de la visibilité et de l'audience à ce qui se fait d'autre dans le métal. Et d'un point de vue technique, en plus, on parlait de la qualité, c'est parmi le haut du panier d'un point de vue technique. Donc, et sans doute beaucoup de gens, à l'occasion de cette cérémonie, et c'est pas du tout un jugement, ont entendu du métal pour la première fois en voyant Gojira. Donc ils ont vraiment entendu une qualité. Après, comme tu dis, s'ils veulent creuser vers d'autres choses un peu plus obscures, ils peuvent, ou pas du tout, et rester à Gojira, c'est très bien. Effectivement, ça change. Ouais, typiquement, je disais tout à l'heure qu'il y a des groupes que je voyais en festival il y a 10 ans. Je me disais, c'est trop violent pour moi. Et maintenant, c'est des groupes qui font partie des groupes que j'écoute le plus. Gojira en fait partie. Gojira, la première fois que je suis passée devant la scène, j'ai fait
c'est quoi ce bruit? Et alors attendez, je vais aller voir Scorpion et puis on va reparler. Et là, aujourd'hui, enfin, quand ils sont passés de la dernière fois au Hellfest, j'ai passé 1 heure à me faire écraser aux barrières parce que j'étais tout devant. Et j'ai très peu de groupes, de t-shirts de groupe. Et j'ai un t-shirt Gojira. En fait, c'est une construction, c'est un apprentissage. Et, comme la lecture a un apprentissage, c'est la même chose. Oui, ça nous accompagne. En fait, l'un et l'autre, ça nous accompagne et ça évolue avec nous. Donc, je coupe la parole. Non, c'est bon. Merci. En tout cas, merci Émilie. Merci à vous et merci pour vos questions et remarques. Merci.